Bonsoir. Voilà, je me pose à Poissy, à la brasserie L'Instant, après une journée à vadrouiller dans la circonscription, sur le terrain. Et ce que je voulais partager avec vous, c'est une réflexion intéressante, parce qu'on rencontre des représentants des candidats adverses qui nous posent la question, le RIC, c'est ça votre programme? Eh bien, moi je leur réponds, oui, notre programme, mais il est vachement consistant quand même. C'est le RIC qui est une mesure emblématique d'une démarche globale qui est plus de démocratie. Alors que eux, si vous regardez tous les tracts des candidats adverses, ils vous mettent des programmes longs comme le bras, avec les 50 mesures qu'ils promettent de mettre en œuvre. Et justement, c'est ce dont les gens ne veulent plus. Ils savent que les programmes, déjà dans la moitié des cas, ils sortent des compétences d'un député. Ensuite, et surtout, ce sont des promesses. Et l'expérience montre que les candidats, une fois qu'on leur a signé un chèque en blanc pour 5 ans, eh bien, ils ne tiennent pas leurs promesses. Il ne faut qu'obéir aux diktats, aux consignes de leur parti politique. Donc, le programme, trop peu pour moi. Par contre, si vous faites le parallèle avec les candidatures que vous déposez dans une entreprise. Vous voulez candidater dans une entreprise, vous envoyez un CV, qu'est-ce que vous mettez dans le CV? Vous mettez embauchez-moi pour être commercial, je vais vous faire une croissance de 20% par an, ou bien embauchez-moi à la direction technique, je vais vous déposer 10 brevets par an. Attendez, mais le responsable de recrutement, il voit ça, il se dit mais qu'est-ce que c'est que cet éluberlu? On ne lui demande pas de nous promettre la lune, on lui demande de dire ce qu'il a fait, parce que ce qu'il a fait laisse présager de ce qu'il est capable de faire dans des situations que l'on n'est pas capable d'anticiper au jour d'aujourd'hui. Ce que je peux faire, c'est quelque chose de très factuel, c'est vous dire ce que j'ai fait dans le passé. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Et ça c'est important, parce que ce qu'on a fait dans le passé, ça laisse présager de l'énergie que l'on est capable de mettre lorsque les problèmes se poseront. Alors moi j'ai commencé dès ma sortie d'école, de façon très modeste, un peu comme beaucoup de gens. Quoique ce sont plutôt les mamans qui font ça, de se présenter en tant que délégué de parents d'élèves. Moi j'étais le seul délégué homme, j'étais le seul papa, il y avait que des mamans. D'ailleurs la tête de liste de l'école disait « Dis donc Jean-Marc, c'est super ce que tu fais, comment tu fais pour concilier ça avec le travail, etc. » Et je lui répondais, et bien c'est simplement parce que je veux équilibrer vie familiale et implication dans la vie de la cité. Et puis après j'ai été représentant au conseil syndical, j'ai été trésorier d'une association de d'élèves. Ce que j'aimais bien, c'était le côté lien social que cela supposait, d'être au courant de tous les adhérents, de contribuer à recevoir les nouveaux camarades lors des réunions que l'on organisait, etc. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Lorsque j'étais à Madrid, expatrié, je faisais partie d'une association qui aidait les ressortissants français à trouver un emploi sur Madrid. Plus récemment, lorsque je suis revenu à Paris, dans la région parisienne, j'ai commencé à jouer sur Facebook. Facebook est un outil très intéressant pour échanger. Alors ça a commencé de façon très modeste, là également, faire des suggestions d'utiliser des conteneurs en verre lorsqu'on va chercher sa tête de veau ou je ne sais quoi à la charcuterie au marché, pour éviter les emballages en plastique. Il y a eu le fameux projet de référendum sur les aéroports de Paris. Là, on a beaucoup ferraillé. J'ai fait des analyses, j'ai mis des études sur ma page Facebook. Vous allez sur Jean-Marc Trade, vous verrez un peu tout ce que j'ai pu mettre sur ce dossier-là et tout ce que j'ai pu ferrailler avec les sceptiques qui étaient des tenants de il faut faire grossir de 70% les aéroports de Paris pour que les aéroports de Paris deviennent un hub international pour concurrencer Londres, Dubaï, etc. sans même se préoccuper des nuisances sonores que cela pouvait occasionner pour tous les riverains de l'Île-de-France, sans même se poser la question que ce genre de hub n'apporte rien à l'arrière-pays, c'est simplement pour permettre à une entreprise en passe d'être privatisée de faire plus de bénéfices. Ça, c'était un second grand sujet. Et puis après, il y a eu, à l'approche des élections municipales, le souci que j'ai eu de mettre sur la table le débat sur
les pistes cyclables, sur l'utilisation du vélo pour les déplacements quotidiens. Et là, on a créé un collectif de cyclistes qui a commencé à défiler dans les rubans. Les gens étaient perlués. À Maison Lafitte, ils ne sont pas habitués à ce genre de choses. Et on a augmenté très rapidement, 100 adhérents, 200, 300, etc. Actuellement, on a dépassé les 1000. Donc, on a vraiment réussi à mettre la question des mobilités douces au cœur du débat pour les élections municipales. D'ailleurs, j'ai été sollicité par une liste sans étiquette pour être candidat sur la liste, avec à la clé le fait de devenir conseiller délégué aux mobilités douces pour Maison Lafitte. Donc ça a été un grand investissement dans la vie locale. J'ai appris certaines choses sur la place devant des gens, de leur parler, d'échanger, etc. En mars 2020, au moment du premier confinement, dès le 3e jour du confinement, j'ai créé un collectif parce que l'État était incapable de fournir des masques aux habitants. D'un côté, on disait vous allez mourir si vous sortez faire vos courses dans un commerce, et de l'autre côté, on n'avait strictement rien parce que cet État avait détruit les stocks. Et il vous expliquait, pour minimiser leur responsabilité dans cette incompétence incroyable, que les masques ne servaient à rien. Je me rappelle que 3 mois après, on disait qu'ils étaient obligatoires et on verbalisait les gens qui ne les portaient pas, y compris en extérieur, y compris au bord de la mer. Et donc voilà, j'ai créé un collectif qui a culminé jusqu'à 120 personnes. Ça a été une dynamique fantastique. Au début, la priorité, c'était de doter de masques en tissu les personnes prioritaires. Donc c'était les commerçants qui étaient en face du client, c'était les infirmières, c'était les policiers, les pompiers, tous ces gens-là qui travaillent pour l'État, et l'État était incapable de leur fournir ce qu'il fallait. Je me souviens de ces policiers qui faisaient la circulation avec des masques achetés chez Decathlon, des masques perso, achetés sur leur sous perso. Et donc nous, on avait livré des quantités de masques au commissariat de Maison Lafitte. À la poste aussi, quand j'ai vu un facteur qui faisait du porte-à-porte et qui approchait à 1 mètre les personnes âgées, donc je me dis oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire. Et voilà, donc on a distribué à toutes les personnes qui étaient en première ligne. Et puis après, comme on commençait à prendre de l'importance, on s'est dit est-ce qu'on tente le coup de doter chacun des foyers de Maison Lafitte ou le Roi d'un masque. Voilà, donc ça a été l'action sur les masques, où ce sont des citoyens qui se sont substitués à l'État. Une troisième expérience plus récente, ça a été, après la prise de conscience du caractère délétère du confinement, du fait qu'on a confiné notamment les résidents des EHPAD, c'était la prise de conscience de la nécessité qu'il y avait à remettre du lien et à permettre aux résidents des EHPAD de sortir de l'enfermement dans lequel ils étaient cantonnés. Et avec les budgets de la région Île-de-France, on a acheté un triporteur qui a permis, avec une équipe de bénévoles, d'offrir ces promenades aux résidents de l'EHPAD de Chanteur, de la Croix-Rouge à Comigny-le-Roi. Et alors là, ça a été une expérience de lien social extraordinaire. Il aurait fallu être là pour regarder les pensionnaires lorsqu'ils sortaient avec nous, qui étaient enchantés, qui étaient heureux, ils rayonnaient de bonheur. Et quand on traversait les rues de Maison Lafitte en klaxonnant, eh bien, ils laissaient derrière eux un sillage de bonheur. Ça se voyait tellement que tous les gens se retournaient sur notre passage. Et voyant le bonheur de ces résidents, eh bien, ils souriaient, ils faisaient des signes amicaux. Et les résidents que nous promenions leur envoyaient ces signes, et c'était extraordinaire. Et ça vient en contrepoint de toute la période où l'État s'est évertué à casser le lien social, à confiner la population, à instaurer le pass sanitaire, à empêcher les gens d'aller dans les cafés, qui sont le lieu de convivialité par excellence auquel tous les Français sont attachés et dont l'État a voulu nous priver. Voilà, ce sont des illustrations de ce que j'ai fait. Ça peut montrer l'énergie que je suis capable de mettre sur des sujets auxquels je tiens. Alors maintenant, le principe des candidats citoyens,
c'est que ce n'est pas eux qui, entre 3 à 4 personnes, élaborent des programmes compliqués de 50 mesures qui vont proposer aux électeurs, où les électeurs croient se reconnaître et où, voyant sur les 50 lignes qui les concernent, ils diront « Ah ben c'est ce candidat, je vais voter pour lui » et puis bien sûr ils seront déçus. En termes de programme, le principe des candidats citoyens, c'est qu'ils s'engagent à mettre le maximum d'énergie, à contribuer à instaurer de la démocratie directe dans ce pays qui souffre énormément de la casse des libertés et de la démocratie de ces dernières années, et notamment de ce dernier quinquennat. L'objectif, donc, ce n'est pas de proposer des mesures et de ne pas les tenir. L'objectif, c'est d'être dans une posture où chaque fois que seront votées des lois importantes, les candidats citoyens s'engagent à consulter leur base électorale, à consulter leurs électeurs pour leur demander quelle est leur position, en général sur des sujets qui n'étaient pas définis au moment de la campagne. Par exemple l'Ukraine, par exemple le Covid, ça n'était pas prévu. Et bien qu'est-ce qui s'est passé avec le chèque en blanc qu'on lui a signé il y a 5 ans? M. Macron a fait ce qu'il a voulu. Donc, notre propos, ce sera de demander l'avis aux citoyens. S'il y a des électeurs qui disent je veux mettre sur le tapis, nous voulons mettre sur le tapis des questions sur la justice sociale, des questions sur l'économie, des questions sur les retraites, des questions sur l'environnement, des questions sur les investissements, des questions sur l'urbanisme, eh bien là, je peux vous dire que je me ferai un devoir de relayer ces demandes au sein de l'Assemblée.